Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. En déplacement hier à Montpellier sur le thème de la sécurité, le chef de l'État a été interpellé par une habitante du quartier de la Mosson. Habitante qui déplore le manque de mixité dans son quartier. La scène a été filmée. Elle a fait le tour des réseaux sociaux. Elle est beaucoup commentée. Aujourd'hui, on réécoute. Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. C'est vraiment grave, quoi. Moi, je fais sortir mes enfants, mais c'est vrai que cette question m'a choquée. Cette question m'a choqué. Mon fils pense que le prénom Pierre, c'est dans les livres. Voilà, êtes-vous choqué par les propos de cette habitante? La non-mixité dans les quartiers, est-ce que c'est une réalité selon vous? Peut-on forcer tous les Français à se mélanger davantage? Ça, c'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Et le 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir. Voici le grand débat des vraies voix. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Dans les quartiers, les blocs, les HLM, mis de côté, les résidences, les quartiers UP, les 205, les OJTT, où sont les blocs, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges et les gris, loin des amalgames politiques, bienvenue en cosmopolitanie. Et voilà, on est en plein dans le sujet avec ce titre du chanteur soprano. Le grand débat des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Stella Kamga et notre invité Jérôme Fourquet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, auteur de ce livre, L'archipel français aux éditions du Seuil. Alors, Jérôme Fourquet, d'abord la première question, c'est la question qu'on pose à nos auditeurs. Est-ce que la non-mixité dans les quartiers, c'est une réalité, Jérôme Fourquet ? Dans certains quartiers, c'est une réalité, effectivement. On le voit à travers les propos de cette dame. Pour l'anecdote, mais qui n'en est pas une, en 2015 déjà, dans un quartier voisin de la Mosson à Montpellier, le quartier du Petit Bar, il y avait eu des mobilisations de mamans pendant plusieurs semaines dans les écoles primaires et maternelles de ce quartier pour demander qu'on leur envoie entre guillemets des enfants blancs, parce qu'elles dénonçaient déjà, donc c'était en 2015, la non-mixité. Alors on parle souvent de manière très pudique sociale, mais en fait c'est une non-mixité ethnoculturelle dans un certain nombre de quartiers. Vous avez cité mon livre, L'archipel français. Je reviens sur certains quartiers de grandes villes ou de villes plus moyennes où justement on a mis à jour cette fragmentation de la société sur des lignes ethnoculturelles en utilisant justement l'exemple des prénoms qui sont donnés aux enfants, qui sont un marqueur, ces prénoms que tout le monde comprend comme étant extrêmement chargés culturellement. Et donc c'est pas un hasard si cette dame a interpellé le président de la République en embrayant sur le thème des prénoms. Alors c'est ce que vous dites justement dans votre livre, hein, L'archipel français, la nation française se fracture, place à une nation maintenant multiple et divisée. Alors la non-mixité aussi, elle n'est pas qu'ethnique, hein, évidemment. On peut parler de non-mixité, de citadins, social. Dans les campagnes, c'est vrai qu'on retrouve, il n'y a pas de mixité non plus dans certains villages dans les campagnes. On peut parler aussi de catégories sociales. On parle beaucoup des bobos. Voilà, ce n'est pas qu'ethnique. On va en reparler évidemment. Alors j'avais une question à vous poser, Jérôme Fourquet. Après, je laisserai place à mes amis, à Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Stella Kamga. Comment peut-on y remédier à cette non-mixité? Ce n'est pas des mesures à prendre, c'est un véritable chantier qui va prendre de longues années, Jérôme Fourquet. D'abord, il faut une véritable volonté politique. Ensuite, on voit bien que ces phénomènes ne datent pas d'aujourd'hui. Et donc, ça s'est sédimenté au fil des décennies. Et donc, il y a des outils à essayer de repenser en termes de construction de logement. La part du logement social minimal dans tel ou tel quartier, la question de la mixité à l'école. Mais on voit bien que dans certains endroits, quand une proportion d'une certaine population, alors soit selon des critères ethnoculturels, soit selon des critères sociaux, devient trop importante, vous avez une tendance entre guillemets naturelle des autres composantes de la population qui deviennent minoritaires à quitter ces quartiers quand elles le peuvent. Alors soit déménager, soit sortir de leurs enfants de ces écoles. Et c'est dans l'école de la République que le creuset républicain
s'est forgé et on voit aujourd'hui qu'il fuit de toutes parts. Alors, effectivement, vous avez raison, c'est ce qui se passe depuis plusieurs années. Oui, allez-y, Jérôme. Le président de la République a lancé un certain nombre de chantiers en la matière, notamment au début de son quinquennat, en annonçant par exemple le dédoublement des classes, des effectifs des classes de primaire, de CP pour commencer, dans certains quartiers sensibles pour essayer de redonner une certaine attractivité à ces classes pour essayer de maintenir un minimum de mixité dans ces écoles et donc dans ces quartiers. Donc vous voyez que c'est un chantier qui est colossal et on a des forces centrifuges qui sont extrêmement puissantes. Philippe Bilger. Jérôme Fourquet, je trouve un petit peu étrange cette volonté de décréter la mixité. Je ferais correspondre cela, par exemple, à la volonté de décréter à toute force la parité. La mixité ne se décrète pas. Si elle ne se réalise pas, c'est qu'il y a, vous l'avez très bien dit à l'instant, des résistances et des oppositions et des fuyards. Et si vous me le permettez, je fais référence à une partie d'un excellent article que vous avez écrit et qui dit « L'exaspération face à la délinquance ». Est-ce qu'il n'y a pas comme ressort fondamental qui explique le départ d'une catégorie ethno-culturelle de ces cités, justement l'exaspération face à une délinquance qui est, j'allais dire, pas assez battue en brèche dans ces endroits. Jérôme Fourquet. Alors, Philippe Bilger a tout à fait raison. Dans les facteurs qui incitent un certain nombre de publics à quitter tel ou tel quartier, je m'étais concentré, puisqu'on parlait de l'exemple de cette maman, sur le cas des écoles, mais il y a bien évidemment aussi la question de l'insécurité qui s'est enquistée depuis une trentaine ou une quarantaine d'années dans certains quartiers et qui, bien évidemment, incite certains publics à partir. Ça s'est manifesté, par exemple, en Ile-de-France, mais aussi dans l'agglomération lyonnaise, au tournant des années 2000, avec le départ de familles juives de toute une série de villes et de quartiers, parce que ce qu'on appelait l'importation de l'intifada et ce qu'on a appelé ensuite l'alia intérieur. L'alia, c'est le fait pour des personnes juives de partir, de faire leur montée, comme on dit dans la terminologie consacrée, vers Israël. Et quand on parle d'allié intérieur, eh bien, c'est le départ à bas bruit d'un certain nombre de familles juives, d'un certain nombre de quartiers. Ça, c'était au début des années 2000, mais ces mouvements de population, la communauté juive n'en a pas l'apanage. Et hélas, aujourd'hui, ce phénomène est beaucoup plus général. Alors, bien évidemment, la mixité ne s'ordonne pas et ne se commande pas, mais on peut espérer, ou on peut penser que pour avoir une société qui fonctionne relativement bien, il faudrait qu'il y ait quand même un minimum de mixité dans le plus grand nombre de territoires possibles. Or, manifestement, au rythme où vont les choses, et s'il n'y a pas d'action corrective, eh bien, la pente naturelle ira vers le fait que cette mixité sera de moins en moins évidente et réelle dans toute une partie du territoire. Et oui, on va vous entendre dans quelques instants. Appelez-nous pour réagir au 0826 300 300. Stella Kamga, juste après, j'aimerais avoir l'avis de Caroline Pilastre qu'on n'a pas entendu. Stella. Effectivement, il y a eu, si vous vous souvenez du problème, enfin du clash qu'il y a eu entre Zemmour et Assatoussi quand il avait parlé de l'origine des prénoms. Ouais. Et on a taxé encore une fois Corinne, Zemmour. il voulait l'appeler Corinne. Oui, on a taxé une fois. C'était Chardisson en fait. On a taxé encore une fois Zemmour de raciste et tout ce que vous connaissez déjà, mais il n'avait pas tout à fait tort. Moi, dans une chambre sur Clubhouse, j'ai eu une dame qui s'appelait Zineb et qui a raconté son histoire et qu'on voulait justement à ses parents de ne lui avoir pas donné un nom européen authentique, et pourtant elle n'est pas de droite, au contraire même, elle est de gauche. Et donc elle expliquait ce que ça a été un problème. Et maintenant, le problème de mixité en réalité, c'est pas que c'est les blancs qui veulent pas vivre à côté des étrangers. Non, c'est qu'il y a un problème d'éducation. C'est-à-dire que quand on éduque son enfant à devenir telle personne, à penser comme ça, on n'a pas envie que l'éducation qu'on donne soit corrompue à cause d'autres personnes qui ne sont pas éduquées ou alors qui refusent, qui n'acceptent pas. La culture française. Voilà, exactement. Moi, je connais des personnes qui sont issues de l'immigration, qui se sont implantées en France, qui sont françaises aujourd'hui, qui ont choix, qui sont partis de Paris et qui se sont installés à Melun, en Nantes, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs
leurs enfants côtoient l'ambiance parisienne qui est assez malsaine au niveau de l'éducation. Et ensuite, il y a les moyens financiers, c'est-à-dire que toute personne, par exemple, qui a évolué dans les quartiers dits difficiles ou populaires, à un moment donné, quand il s'élève au-dessus d'un certain niveau de sa condition financière, il s'installe dans les quartiers beaucoup plus à même de les recevoir, où ils peuvent fuir l'insécurité et tout ce que ça comporte. Donc, et le dernier problème, c'est que la nationalité, malheureusement, la nationalité française est attribuée à des personnes qui ne sont pas françaises. C'est-à-dire qu'elles ont les documents français, mais elles ne le sont pas. Elles ne vivent pas la nationalité. Donc, du coup, quand elles ont des enfants, ils éduquent ces enfants-là à ne pas être français, à être autre chose que français. Et les résultats, c'est qu'on a des personnes qui évoluent dans la société, qui ont des papiers français, mais qui ne sont pas français. Et à cause de cela, c'est compliqué. Il y aura toujours un choc, en tout cas, entre cette personne-là et la culture française et les éducations. Et le résultat, chacun voudra... il y aura une dislocation, quoi. Caroline Pilas, d'accord avec Stella Kamga? Pas vraiment. En fait, si tu veux... Non, je te rejoins en partie, mais là où je suis en désaccord avec toi, avant de donner rapidement mon argumentation sur ce débat, c'est que on peut très bien s'appeler Zora et se sentir totalement française. Et on peut s'appeler Paul et ne pas avoir un lien particulier avec la France pour X ou Y raison. C'est pas une affaire de prénom. Non, ça, franchement, moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui ont envie d'appeler leur enfant, voilà... Comme ils le sentent. Non, mais comme ils le sentent, mais par rapport à leurs origines, où souvent c'est lié à un grand-père, une mère, enfin il y a quelque chose d'affectif derrière tout ça souvent. Moi je suis entièrement d'accord avec les propos de cette dame, c'est-à-dire que cette femme a bien fait d'expliquer son vécu à Monsieur Macron. Il se trouve que de réputation, je connais la Mosson parce que j'ai vécu 10 ans à Montpellier, c'est ma région d'adoption. Ça fait des années que ce lieu, comme d'autres en France, a une très mauvaise réputation parce que c'est un endroit de trafic en tout genre. Et dire que M. Macron est responsable de ce qui se passe au niveau de la ghettoisation depuis 4 ans, ça serait totalement faux et mensonger. Je n'ai pas dit qu'il avait fait évoluer les choses dans le bon sens, mais en attendant, ça fait 40 ans qu'on se traîne ces problèmes. Droite et gauche réunis sont responsables, qu'on constate qu'il y a des problèmes dans ces quartiers, et on ne peut pas reprocher à des familles de ces quartiers, quand elles en ont les moyens, de vouloir apporter un avenir, une tranquillité, un apaisement à leurs enfants, ne serait-ce qu'au niveau de la scolarisation, être dans un environnement plus correct, et souvent qui aura en plus une meilleure réputation au niveau, si vous voulez, du programme, parce que ça aussi c'est un fait. Maintenant, il ne faut pas non plus discriminer toutes ces populations, parce que beaucoup veulent vivre tranquillement, et vous avez énormément de réussite aussi dans ces quartiers. Il faut le rappeler, et on les entend peu, ces entrepreneurs qui justement ont reçu une éducation et s'en sont sortis. Mais c'est la vérité qu'il y a un véritable problème depuis des années, et véritablement il faut s'y pencher, et que ce ne soit pas des cache-misères en fonction des différents gouvernements et problèmes liés à la présidentielle ou au régional ou municipal. Jérôme Fourquet, alors évidemment cette phrase a été très commentée, la scène évidemment on l'a vu dans tous les médias, sur toutes les chaînes de télévision. On a également vu la non-réaction du chef de l'État, Emmanuel Macron. J'aimerais avoir votre réaction sur le sujet. Emmanuel Macron qui est resté perplexe, qui ne savait pas quoi dire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? C'est criant de vérité. Donc vous voyez un peu la scène, cette maman qui est voilée dans un parking d'un immeuble et qui lui dit mon fils a jamais vu un petit Pierre. Donc c'est extrêmement violent comme scène. Donc effectivement, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Tout ça, ça fait. Moi je parle d'enquistation de la délinquance, de la mauvaise réputation de ces quartiers. Alors le problème, c'est que, et je vais pas être optimiste, c'est que historiquement, voilà, on parle de la Paillade ou de la Mosson à Montpellier, de certaines cités du 93, des quartiers nord à Marseille, de la cité des cités du Mirail à Toulouse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des cités de ce type, de taille plus modeste, dans quasiment toutes les villes moyennes et même toutes les sous-préfectures françaises. Toutes les villes françaises aujourd'hui ont leur ghetto, et hélas, en ce moment, tous les soirs, vous avez dans une ou dans une autre de ces cités le spectacle des tirs de mortier d'artifice contre les patrouilles de police. Donc ça fait 3 jours que ça dure à Tourcoing.
Vous avez eu les mêmes phénomènes à Blois, à Verdun, à Oyonnax, à Alençon, ne serait-ce que dans les dernières semaines. Donc c'est très compliqué. Et pour rejoindre ce qui a été dit par l'invitée précédente, on a des publics, notamment issus de l'immigration africaine ou maghrébine, qui sont dans des parcours d'ascension sociale et d'accès à la propriété, et qui souvent quittent ces quartiers pour s'installer dans des quartiers pavillonnaires, alors soit à proximité, soit plus loin. On parlait de la Seine-et-Marne pour l'Île-de-France, une partie du Val d'Oise ou l'Oise. Et dans beaucoup de ces quartiers, quand on fait du terrain, nous à l'IFOP, la hantise de tous ces publics, c'est toujours la même phrase qui revient, c'est on a peur d'être rattrapé par la banlieue. C'est-à-dire qu'on a fait des efforts pour mettre ces enfants à l'abri, pour quitter tout ça, leur donner un nouvel environnement. Et donc, on voit bien que là-dessus, il y a une demande de réaction de l'État républicain. Et donc, si Emmanuel Macron a été interpellé hier, c'est parce qu'il était en déplacement à Montpellier pour, entre guillemets, vendre sa politique en matière de sécurité. Or, les Français constatent que, bien, depuis 40 ans, l'État a perdu la main dans ces territoires. Et tant qu'il n'y a pas le sentiment que l'État est redevenu le maître chez lui, qu'on recrée des conditions vivables dans ces quartiers, les phénomènes d'éviction et de départ seront inarrêtables. En fait. Jérôme Fourquet, vous restez, si vous le voulez bien, quelques instants encore avec nous, directeur du département opinion de l'IFOP, auteur de l'Archipel français, c'est aux éditions du Seuil. On va poursuivre le débat dans quelques minutes avec Philippe Bilger qui voulait vous poser une question, Caroline Pilastre, Stella Kamga, puis vous évidemment, 0826 300 300, la non-mixité dans les quartiers. Faut-il forcer les Français à se mélanger davantage? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, YouTube. Vous dites non à 82%. 0826 300 300. Venez débattre avec nos vraies voix ce soir. On revient dans quelques minutes maintenant. À tout de suite. Au 17h-19h, Philippe Rossi. Le débat se poursuit, le grand débat des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Stella Kamga qui est avec nous. Évidemment, on commente cette scène à Montpellier, au quartier de la Mosson. Emmanuel Macron était en déplacement sur le thème de la sécurité avec le ministre de l'Intérieur. Et donc, il a été interpellé par cette habitante sur le manque de mixité. Voilà un dialogue qui a fait le tour des réseaux sociaux. Mon fils pense que le prénom Pierre, c'est dans les livres. Voilà ce que lui a dit cette habitante, ce qu'a dit cette habitante à Emmanuel Macron. Faut-il forcer les Français à se mélanger davantage? Ça, c'est la question que l'on vous pose sur Twitter, YouTube. Vous dites non à 92%. Est-ce que cette non-mixité, c'est une réalité? On en débat avec nos vraies voix et avec notre invité, c'est Jérôme Fourquet, qu'on remercie, directeur du département opinion de l'IFOP, auteur de l'Archipel français. Mon cher Jérôme Fourquet, avant de vous redonner la parole et les vraies voix qui vont vous questionner, j'aimerais donner la parole à notre auditeur qui nous attend depuis quelques minutes. Il s'appelle Romain, il nous appelle de Lozère au 0826 300 300. Bonsoir Romain. Bonsoir, oui, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, mon cher Romain. Alors, la non-mixité. Alors, vous avez connu un petit peu les quartiers. Vos grands-parents étaient d'origine italienne, Romain. Oui, c'est ça. Oui, du côté paternel, oui, c'est ça. Alors, c'était une population qui arrivait pour faire face, pour pouvoir travailler. Donc, vous êtes né où, vous, Romain? Vous êtes né en France? Moi, je suis né à Aix-en-Provence, oui. D'accord. Et vous avez grandi dans un quartier de Marseille, c'est ça? Alors non, moi je suis né à Aix-en-Provence et j'ai eu la chance d'avoir la génération de mon père qui est sorti de ces quartiers justement avec l'ascenseur social et l'évolution sociale qu'il a pu avoir en fait. Et à la base, c'était uniquement des quartiers dortoirs. Les gens arrivaient, s'intégraient, travaillaient, et puis les gens n'y restaient pas. Voilà. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Non, mais c'est bien là le fond du problème, c'est que au final, ça devient communautaire. Aucune intégration, alors de la faute à qui de ces personnes ou alors de l'État qui fait pas le nécessaire où il devrait y avoir des obligations en fait par rapport à ça et on voit que c'est pas suffisamment fait.
et que ça pose un problème et pour les parents sur des rendez-vous scolaires avec des enseignants, d'où l'absence de ces jeunes adolescents qui vont plus à l'école, d'où ce manque d'éducation et de suivi des parents, et d'où petit à petit ce basculement vers de la violence et vers la rue. Cette ville dans la ville, en fait. Jérôme Fourquet, c'est un petit peu ça, finalement, ce qui ressort du débat, c'est ces villes dans les villes. Oui, tout à fait. Alors, le témoignage est intéressant parce qu'il faut faire aussi l'histoire de ces quartiers populaires, ces quartiers souvent HLM, qui ont été construits historiquement pour loger une main-d'œuvre ouvrière. Et donc, tout ça allait avec une période de plein emploi et une industrie qui permettait d'employer tout le monde et qui donnait aussi des perspectives d'ascension sociale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, une bonne partie de la population est sans emploi. Et ces populations, ces bataillons, ces effectifs sont renforcés de manière régulière par l'arrivée de nouvelles populations issues de l'immigration, dont une partie, je dis bien une partie, est elle aussi sans emploi. Et donc, ce qui a été très bien dit, c'était des quartiers de passage. Il le reste en partie parce que heureusement, il ne faut pas tout noircir et tout dramatiser. Il y a des parcours d'ascension sociale. Quand vous regardez aujourd'hui les reportages, notamment dans nos hôpitaux, eh bien, on a beaucoup d'aides-soignantes, d'infirmières qui sont issues de l'immigration. Quand vous regardez les concours de la fonction publique, on a à bas bruit toute une partie des enfants de la deuxième ou de la troisième génération qui s'intègrent. Mais les flux migratoires concentrés dans ces territoires de grands ensembles, avec l'absence du plein emploi, eh bien, produisent ces effets de stagnation sociale et qui font que petit à petit le niveau de revenus va baisser, les trafics vont s'installer, la mixité va disparaître, et donc vous voyez que c'est tout un enchevêtrement de causes qui aboutissent à cela. C'est-à-dire que la circulation, les flux de population ont été considérablement ralentis, des effets de stagnation et d'enquistement dans certains quartiers. Il nous reste 3 petites minutes, Philippe Bilger, juste après, c'est promis. Caroline et Stella. Philippe. Très vite, Jérôme Fourquet, d'abord je mesure la chance de pouvoir vous questionner. 2 questions très rapides. Vous avez évoqué une période de 40 ans. Est-ce que le problème n'est pas qu'on n'a jamais su tenir ensemble le social et le régalien ou l'autorité de l'État? Et seconde question, est-ce qu'il y a eu durant ces 40 ans quelque chose qui a représenté, sinon une réussite, du moins un moindre mal? Alors, effectivement, on a beaucoup insisté au début de notre échange sur la question fondamentale du droit à la sécurité, à une vie paisible, comme dirait le président de la République. Et, cher Philippe Bilger, vous connaissez les statistiques. Par exemple, depuis 2000, le nombre d'attaques contre les forces de l'ordre a doublé en 20 ans. Donc on a une augmentation de la violence qui, pour une bonne partie, se concentre dans ces quartiers-là. Et donc, tant que la sécurité ne reviendra pas dans ces quartiers, il est illusoire. On peut casser les barres d'immeubles, repeindre les cages d'escalier, faire de l'horizontal au lieu du vertical. Le problème ne sera pas réglé. Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné? Je vous dis, à bas bruit, on voit aujourd'hui que... au long cours, parce que le monsieur qui intervenait tout à l'heure disait mon grand-père paternel était italien. Romain. Ça prend du temps tout ça. Et pour les familles françaises qui ne sont pas issues de l'immigration, souvent c'est un autre parcours mais qui ressemble au même. C'est-à-dire des grands-parents agriculteurs, des parents instituteurs ou cadres moyens, et puis des enfants, des petits-enfants qui font des études supérieures et qui deviennent cadres. Et vous voyez après, quand vous faites l'arbre généalogique, que tout ça prend du temps. Et donc, dans l'immigration, ces phénomènes sont à l'œuvre, mais ils sont considérablement ralentis par la concentration dans certains quartiers, la délinquance d'autre part, et par le fait qu'il n'y a plus de plein emploi en France. Alors, le mot de la fin, Caroline Pilache, juste après, c'était là, voilà. Oui, très rapidement. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être face à vous pour votre livre dans une précédente émission, donc c'était passionnant et j'avais adoré votre livre. Mais pour en revenir donc au sujet de ce soir, évidemment que les politiques, depuis 40 ans, se sont mis des œillères et sont responsables de ce qui se passe en grande partie, et qu'ils ne doivent pas aller sur le terrain uniquement quand il y a des échéances
électorale. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'en dehors du politique, les HLM sont quand même responsables en termes d'attribution de logements et donc ils pourraient décider d'une véritable diversité au niveau des familles? Parce que quand vous mixez les origines, forcément, vous avez moins envie d'un repli identitaire et communautariste. Alors très très court, Jérôme Fourquet, voilà, oui, en 20 secondes si c'est possible. C'est ce qu'ils essayent de faire, mais des travaux, par exemple, de Christophe Guilluy montrent qu'il y a des demandes de la part des locataires d'avoir des voisins qui leur ressemblent. Hein. Et donc, on a aussi ces problèmes-là à gérer quand on est bailleur social. Allez, Stella, il reste quelques secondes. Stella, le mot de la fin. En tout cas, on a été ravis de vous avoir sur Sud Radio. Voilà, très bien. Tout le monde est d'accord. Voilà, merci à vous, Jérôme Fourquet. C'est bon, on a été ravis. Directeur du département opinion de l'IFOP et auteur donc de l'Archipel français. C'est aux éditions du Seuil. Les Voix de l'emploi, c'est dans quelques minutes. Restez avec nous, Jean-Marie Bordry. Oui, toutes vos questions sur l'emploi avec Christine Biet et Yves de Risbourg. Où trouver du travail? Tiens, qui aime les grands 8 ici, les parcs d'attractions, les sensations fortes? Stella aime beaucoup. On vous proposera justement le bon poste du jour où vous pouvez trouver du travail responsable d'attraction. Et voilà. Les Voix